Bonjour tout le monde, je m'appelle Éric Ménard. Re-bienvenue au show de moto. Vous savez, la moto, c'est un monde de passion. Et dans la moto, il y a des gens qui se passionnent pour toutes sortes de choses différentes. Il y en a que c'est pour le voyage, il y en a que c'est pour la mécanique, etc. Aujourd'hui, au show de moto, on a un passionné de mécanique, de belles vieilles motos comme des vieilles Indian. Et on va aussi recevoir deux gars qui arrivent du Pakistan. Ils sont passionnés de voyage de moto. Ils sont allés au Oman, ils sont allés en Afrique aussi. Et là, ils arrivent du Pakistan, donc on va parler de ça avec eux. Mais on commence tout d'abord avec notre essai de la semaine, la BMW électrique, la C04. Vous le savez, au show de moto, on aime ça, vous présenter les produits innovants, les nouvelles motos, les nouvelles technologies. Bien, cette semaine, on est pas mal content parce qu'on a mis la main sur le premier scooter électrique de BMW. J'ai nommé le C04, qui se veut être le début d'une nouvelle ère chez BMW pour l'électromobilité. Électromobilité, ça c'est pratique au Scrabble. Son design résolument contemporain comprend une propulsion entièrement électrique et, selon BMW, des solutions de connectivité innovantes destinées directement à la mobilité urbaine et aux navetteurs. Avec sa banquette flottante moderne, des roues pleines et une béquille latérale intégrée à la carrosserie, ça complète le style ultra moderne du CE04. Ce scooter électrique a une autonomie revendiquée de 125 km et peut se recharger complètement à plat en 1h40 avec le chargeur rapide en option. Si vous vous demandez pourquoi BMW l'a appelé le CE04, eh bien, c'est tout simplement parce qu'on se réfère à un moteur de 400 cc comme barème. Ça se peut d'ailleurs qu'il y ait dans l'avenir des CE02 et peut-être même des CE06, mais l'avenir nous le dira. Le moteur est un moteur à aimant permanent refroidi par liquide qui se situe entre la batterie et la roue arrière. BMW dit avoir effectué des tests de conduite approfondis pour développer des types spécifiques de récupération de batterie par rapport au choix du mode de conduite. Le moteur est évalué à 20 chevaux avec une puissance maximale revendiquée de 42 chevaux. Il y a 3 modes de conduite qui incluent le mode Rain avec une puissance réduite, le mode Eco où l'autonomie est prioritaire sur les performances et il y a le mode Road pour plus de dynamisme. On a aussi un mode dynamique en option qui maximise les performances et donne une petite poussée d'adrénaline qui est fort plaisante. Le cadre est construit en acier tubulaire avec une fourche télescopique et des freins à double disque pour la roue avant. À l'arrière, c'est un bras oscillant avec mono-amortisseur unilatéral avec un frein à disque unique. L'ABS est de série et l'ABS Pro de BMW est une option. On a aussi un énorme écran couleur TFT de 10,25 pouces avec navigation cartographique intégrée et connectivité étendue qui devrait permettre aux propriétaires de ranger leur appareil cellulaire en toute sécurité dans le compartiment de charge ventilé pour téléphone portable avec, oui monsieur, un port de charge USB-C. Les unités d'éclairage à diode électroluminescente tout autour sont standards et on a aussi l'option pour l'Adaptive Headlight Pro qui va fournir un éclairage de virage. Mais ça demeure une option. Le moteur aussi est un dérivé des moteurs électriques utilisés dans les voitures BMW. D'ailleurs, chez BMW, on a décidé de concevoir le tout à l'interne, directement dans l'usine BMW à Berlin, plutôt que d'acheter des pièces à droite et à gauche. Chez BMW, on est sérieux avec l'électromobilité et on veut dessiner nos propres modèles et nos propres produits. Il y a aussi le moteur qui est monté directement sur le cadre plutôt que sur le bras oscillant, comme c'est le cas dans les scooters traditionnels. Ça fait que le poids non suspendu est beaucoup plus stable et la suspension travaille moins fort, ce qui donne en bout de ligne une suspension plus performante. Bon, évidemment, si vous achetez ce scooter-là pour aller faire de la moto avec vos amis la fin de semaine, c'est pas la bonne machine.
Par contre, si vous cherchez un véhicule économique pour vous déplacer en ville ou pour faire de petites balades la fin de semaine, bien, un scooter électrique, surtout celui de BMW, ça peut être une bonne option. En fait, j'ai tellement aimé le CE04 que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont sortir en termes d'électromobilité chez BMW. Alors voilà, c'est le CE04, le scooter électrique de BMW. Dans le monde de la moto, on parle beaucoup de passion de moto. On en rencontre des passionnés, mais j'en ai rencontré un vrai l'été dernier lors de certains tournages sur les motos indiennes. Mario Titley, on a décidé de t'inviter à parler de passion parce que c'est un mot qui est galvaudé un peu. Des fois, on commence à faire de la moto, on est passionné, oui, mais il y en a dont c'est vraiment un mode de vie comme toi. Ça vient d'où chez toi, la passion de la moto? Bien, moi, dans mon cas à moi, quand j'achète une moto, je vais m'acheter des livres qui vont avec ça. Puis là, je m'informe. Fait que des fois, je lis l'histoire de cette moto-là. Pourquoi que cette moto-là, elle existe? T'es passionné d'histoire, donc? Oui. Ça, c'est un élément de la passion. Oui, ça m'amène aussi... T'en connais un modèle, un autre modèle, ça n'a plus de fin, là. J'en ai comme 30, là. Fait que ça n'a plus de fin dans mon cas à moi. Mais Mario, est-ce qu'on dit d'un gars qui a 30 motos qu'il est passionné ou qu'il est malade? Parce que c'est beaucoup, là. Ouais, d'après moi, ça se touche. Là. Ça se touche, hein? C'est comme la folie puis le génie. Mais c'est pour des projets, tu sais. Il y a des projets là-dedans. Des projets. Oui. Mais ta préférée? Ma préférée, là, c'est mon Indien 1940. Je l'ai acheté, elle était détruit, là. Elle avait passé au feu, les pièces étaient d'une chaudière, c'était tout rouillé, le moteur était défait. Comme on voit à la télé, là, vraiment des gros projets. Oui, ça l'a pris 13 mois parce que j'ai eu un problème. J'avais fait faire mon moteur par quelqu'un qui se disait qu'il était bon. Ça aussi, c'est des problèmes qu'on rencontre. Ouais, j'ai fait 15 minutes. T'as fait 15 minutes avec, il va falloir que tu recommences. Elle a quasiment pris en feu. Oh boy. Puis ta première ride avec une moto qui a la clutch au pied, le shifter sur la réservoir, l'accélérateur à gauche, puis le timing à droite. La première ride, il faudrait que ça soit c'est comme correct, apprendre à jouer du drum, mais dans un show de Genesis. Ouais. À peu près. Oui, c'est ça. Mais moi, je suis un gars positif. Fait qu'on prend des livres, puis on le fait nous-mêmes. Est-ce qu'il faut absolument être très bon mécano pour faire des projets comme ça? C'est sûr que tu vas le devenir, là. Parce que, tu sais, quand t'as 30 motos, t'as toujours quelque chose à faire. Mais ça fait partie de la passion. Parce que, tu sais, si toi, c'est de te promener en moto, acheter une flambe en neuve, garantie, puis d'école va rouler. Mais moi, c'est plus ça, là. Moi, j'ai autant de plaisir à travailler ma moto que de la conduire. Tu sais, moi, l'hiver, on les travaille. Mais t'en as quand même acheté une plus moderne aussi. Oui, j'ai acheté la Vantage, c'était une 2014, parce que quand Polaris a acheté Indien, ça m'a accroché parce que le dessin de cette moto-là a été fait à partir d'une 40. Puis, tu sais, ils ont pris, mettons, les bons ingénieurs de Polaris, tu sais, puis ils ont amené là, aux États-Unis, dans un village qui avait une immense grange remplie d'Indiens fonctionnels de toutes les années, là, de 1901 à 1953. Puis là, ils partaient ça, puis ils assoyaient le gars, puis ils disaient « Va te promener ». Pour avoir le feeling. Oui, pour que là, eux autres, ça ils se soit promenaient. reproduit. Puis là, à la fin de la semaine, ils ont dit « Bon, master, là, que vous savez c'est quoi un Indien? Allez en dessiner une. » Comme ça, elle n'avait jamais arrêté. Est-ce que tu as le même feeling, toi, non. sur ta 2014 versus ta 1940? Non, c'est pas la même chose. Moi, quand j'ai acheté ça, c'était parce que c'était un clin d'œil à la compagnie indienne. Puis la Vantage, pour moi, c'est la plus belle. Et cette passion-là t'a même amené vers des grands événements. Tu as participé à un concours avec Indian? Oui, j'ai été à Springfield, où la compagnie... Il y a un musée d'Indienne, puis il y a tout le temps une journée par année qui a une grosse exposition d'Indiens avec des juges, tu sais, puis qui jugent ta moto puis tout ça. J'ai amené mon Indien là. En 1940? Oui, puis j'ai gagné Best of the Show. Tu sais, ça, c'est prestigieux pour moi parce que je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de concours. Puis je vais être franc avec toi. Tu sais, quand tu t'en vas au Festival de la patate, puis t'arrives avec ton véhicule antique, puis tu gagnes, tu sais, c'est cool, là, OK, elle est belle. Mais chez Indienne, avec des juges du musée, là c'était cool. Là, vraiment, là, j'étais content. Fait que
continuer ça, moi, c'est parfait. C'est ton mode de vie. Oui, j'adore ça. Mais puis- c'est bon parce que tu peux faire ça jusqu'à la fin de tes jours. Ben, c'est parce que même quand je pourrais plus les conduire, je peux toujours... Parce qu'on le voit, là, des fois, là, aux États-Unis, dans les clubs, tu le vois, le monsieur, là, il a 85 ans, il remonte un Indien 40. Je suis sûr qu'il ne conduira jamais, là. Mais il trippe. Il faire remonte, ça. il en fait un autre, puis il continue. Lui, c'est ça. Fait que son trip, il continue. Puis moi, j'aimerais ça continuer comme ça. Ben, on te le souhaite, mon cher. Merci. On te le souhaite vraiment, puis on va se tenir au courant de ta collection. Merci de ta visite. Ça fait plaisir. Le show de moto, c'est le show des passionnés de moto. Puis là, on en a un duo assez spécial. Vous les avez déjà vus. Mais en fait, on a déjà vu Guillaume. Toi, tu n'étais pas encore de l'aventure, Martin, je pense, Non, à ce alors, moment-là. Ils étaient allés au Mans, une aventure complètement folle. Et on les a gardés sous le radar un peu. Ça a porté fruit parce que là, vous arrivez du Pakistan. Le Pakistan à moto. Je connais personne qui l'a fait. Comment c'est venu cette idée-là du Pakistan? En fait, c'est une drôle d'histoire parce que j'ai été contacté par quelqu'un sur Facebook qui était un Pakistanais pour me dire « Je viens du Pakistan, je viens de Gilgit-Baltistan, c'est une région que je connaissais pas. Il m'a dit « Je veux juste que tu saches que ça existe, puis si jamais tu as envie d'aller là, ben Est-ce qu'il avait vu ton vidéo ou pas tes du tout. vidéos? On avait un groupe commun là, de discussion, Wow. puis il m'a approché pour ça. Une invitation, carrément. Ouais, exactement. Fait que là, moi, j'ai googlé ça, puis moi puis mes chums, on cherchait une place pour aller faire de la moto. Je disais, aïe, c'est écœurant, je connaissais pas cette région-là. Ben, moto, comment tu trouves une moto là-bas? Est-ce qu'il y en a des motos dignes de ce nom? C'est des Road Prince 250. Ah, ben oui, les Road Prince. Oui, Road très Prince. bien connu. Genre de compagnie chinoise qui copie du BMW. Au coup d'œil, on dirait des petites BMW. Mécaniquement, ça n'a rien à voir avec une BMW. Ben, mécaniquement, c'était fiable ou pas non, trop? pas du tout. Pas du tout? Non, on a eu tellement de problèmes avec les motos qu'on les a littéralement abandonnées. Ah oui? Ouais, fait qu'on était pris, on était au point le plus au nord du Pakistan, qui est Skardu, qui est la ville d'entrée pour les gens qui font le K2. On a eu des problèmes pendant plusieurs jours avant ça, puis à un moment donné, on a frappé un mur, on n'était plus capable de partir la moto. Rien. Problème d'injection, personne ne connaît les motos là-bas, pas de pièces de rechange. On appelle le gars, on dit ça marche plus, qu'est-ce qu'on fait? Là vient les chercher, quoi. C'est ça qui s'est passé, ouais. Vous avez fini à pied? On a fini à pied, on s'est pris un taxi, puis on est redescendu. Heureusement, il restait quelques jours au voyage. Là. Ça faisait peut-être 12 ou 13 jours qu'on roulait déjà, fait que ça a été écourté d'un 5-6 jours. Mais c'est l'aventure. C'est l'aventure. Ça. On s'attend que ça peut arriver là-bas. C'est pas comme ici. Sur la route, comment ça se passait? D'abord, les routes. La condition des routes est exécrable la majorité du temps. On a été chanceux, on a eu des belles routes tout près de la Chine. Là. On se comprend, c'est les Chinois qui bâtissent les routes, puis eux, ils font du transport. Donc, ces routes-là sont belles. Tout ce qui sort de ça, c'est vraiment exécrable. C'est montagneux en partie, le Pakistan, les deux. Très montagneux dans la région nord. C'est les plus grandes chaînes de montagnes au monde. Là. Donc, on était au pied du K2 à un certain moment donné. Ça fait des images magnifiques. On voit ces images. Wow! Donc, tu y vas pourquoi le Pakistan? Pour le côté culturel, ça se passait bien aussi? Côté culturel, ça se passait vraiment bien. Je pense que c'est les gens les plus accueillants que, personnellement, j'ai vus là, à travers les voyages que j'ai faits. La culture musulmane, c'est souvent des gens qui sont extrêmement chaleureux. Ils sont super accueillants. Ils traitent les invités comme si c'était leur propre famille. Donc, c'était même des fois trop parce qu'on avait de la misère à avancer. On partait le matin, les gens nous arrêtaient. Venez chez nous, venez prendre le thé. C'était le fun au début, puis à un moment donné, il fallait qu'on continue, il fallait qu'on avance. On n'avait pas le choix de refuser des offres, mais on avait 3, 4, 5 offres par jour, aller dormir chez les gens, manger chez les gens. Ah, wow! Côté bouffe, on mange quoi là-bas, sur la route? Ça ressemble beaucoup à la nourriture indienne, en fait. Là. Donc, comme des poulets au beurre avec des parathas, en fait, les petits... nous, on appelle ça plus des pains nanes, mais des petits pains. Personne n'a été malade? Ça Non, va? pas du tout. Ça va parce qu'à moto, c'est pas cool. Ouais. Les challenges d'organisation. Le trajet de route, ça a été assez instinctif. Là, on avait une idée de ce qu'on voulait faire. Puis finalement, ça n'a pas été ça du tout. Mais là, à chaque jour, on se rendait compte que ça prenait plus de temps ou moins de temps. Des problèmes avec les motos, on dormait en camping un peu n'importe où si on n'avait pas le choix. On a aussi pris la décision de ne pas prendre les grandes routes, d'essayer de faire le plus de petits villages possible. Mais ces routes-là, ça roule entre 40 et 60. Il y a souvent des parties qui sont enlevées.
On croise tout plein de gens, on croise des bergers. Il faut être prudent sur la route. Oui, ça Je pense avance qu'il pas faut très vite, complètement refaire son mode de pensée de piloter une moto. Faut pas penser que ça roule comme ici, là. Et ce que je dis souvent, c'est qu'il faut s'attendre à la pire chose qu'on peut s'imaginer en arrière d'une courbe. Ça peut être là. Toujours de redoubler de prudence, de diminuer la vitesse énormément. Quand on n'a pas une bonne vision, il faut diminuer la vitesse, sinon Relax. c'est À hyper maintes dangereux. reprises, ça arrive qu'il y a beaucoup de roches, donc c'est dangereux de glisser. Côté, justement, le relationnel avec les gens là-bas, la culture, donc très accueillant. Côté bouffe, côté... il n'y a pas d'alcool, j'imagine, là-bas? Pas d'alcool. Non, pas d'alcool. Donc, le soir, on fait quoi après la randonnée? On boit du thé. On boit du thé? Ouais. Est-ce qu'il y a de l'animation quelque part? Y a-t-il des choses à faire à part la moto? Ça dépend. En fait, quand on était en campagne, on ouvrait notre tente, on regardait les étoiles, on se faisait une petite bouffe, on partait le speaker, on écoutait de la musique, on profitait du moment. Puis Quand les paysages sont tellement beaux qu'on pouvait passer un bon moment seulement à prendre le thé, regarder les montagnes, Pas trop de pollution discuter de la vie. Pas de pollution lumineuse non plus. Là, Non, donc pas tu tellement, vois, non. tu vois des ciels extraordinaires. Donc, tu t'en vas au Pakistan, t'atterris où? Idéalement, on atterrit à Skardu, qui est la ville plus au nord. Nous, on est atterri à Islamabad, qui est beaucoup plus au sud, qui est la capitale. C'est là qu'on a récupéré les motos. Donc, si on avait eu des motos disponibles à Skardu, peut-être qu'on aurait été là. OK. Beaucoup plus compliqué de se rendre au nord. C'est une couple de journées là, de différence. Et donc, après ça, tu dis, on atterrit à Islamabad. Tu as pris tes informations pour faire ton tracé où? Google Maps, finalement, Ouais, on Google regardait. Maps. OK, tu regardes Ouais. vraiment les tracés de route. On voulait aller se perdre dans les montagnes quelques jours. Après ça, on allait, dépendamment des conditions des routes, dépendamment de la température, comment vont les motos. Vous avez un GPS aussi? On a une carte SIM sur le téléphone qu'on a réussi à avoir. Et comment tu communiques là-bas? Est-ce que les gens comprennent l'anglais ou c'est le français? Non, En j'imagine fait, pas. les gens parlent le ourdou là-bas. Oui, le ourdou. ben Oui, c'est ça qui est bien connu. Les gens s'arrêtaient, ils étaient curieux, ils venaient nous voir premièrement. Puis si on avait besoin de communiquer avec quelqu'un qui parlait pas anglais, ils faisaient la traduction pour nous. Mais quand tu arrives en moto, peu importe où est-ce que tu es, les gens sont curieux, ils viennent te voir et ils sont sympathiques. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais tu arrives sur une moto, tu es mieux accueilli que si tu débarques d'une voiture. Vos plus beaux souvenirs en vrac, qu'est-ce que vous retenez de ce voyage-là? Personnellement, ça a été la route de Chimchal. C'est une route que j'ai trouvée sur Google en faisant des recherches. Finalement, c'était la deuxième route la plus dangereuse au monde. Martin, si ça avait été la plus dangereuse, il n'aurait pas voulu la faire, mais on t'a dit que c'était la deuxième. C'est pas la Ruta del Muerte au Pérou, là. Il y a une dépend route de- bien dangereuse. Mais Mais la compétition est féroce, savoir Oui, c'est c'est laquelle la plus Ouais, dangereuse. c'est ça. En fait, on savait que c'était une route qui était dangereuse. Là, j'ai vu des photos, des vidéos un petit peu. Ça avait l'air faisable. Puis c'était pratiquement sur notre chemin, fait qu'on était allé la faire. Est-ce que c'était dangereux? Avez-vous peur? Je peux pas dire qu'on n'a pas eu peur, là. C'était quand même assez dangereux, des cliffs de 300-400 pieds à peu près. La route a été faite par des paysans parce que le gouvernement voulait pas les aider à faire la route. Donc, eux, pour avoir un contact avec le reste du monde, finalement, ils ont dû se construire une route qui a pris 15 ou 20 ans à faire. Ils l'ont fait au pic puis à pelle. Fait que nous, on est allés là-bas, on a rencontré les gens qui, ça faisait 10 ans à peu près, 10-12 ans qu'il y avait l'électricité. Des gens qui vivent de l'agriculture. Une autre vie Puis, complètement, hein? Complètement, on était incroyable. complètement dépaysés. Toi, tes highlights de ton voyage? Je dirais, lorsqu'on est arrivé à Passou, c'est la destination finale un petit peu dans la vallée d'Onza avant de se rendre à la frontière pour la Chine. C'est des gigantesques cônes rocheux. En fait, c'est l'entrée de la vallée de Chimchal aussi. C'est une vue qui est incroyable. Le nombre de fois où on hurlait dans nos casques en moto, on regardait le paysage, puis C'est juste trop pour les yeux, hein? Ouais. C'est bon, on le voit dans vos yeux, vous avez trippé. Merci beaucoup, les gars. Merci. Vous le savez, à moto, il faut d'abord et avant tout être visible et on va en parler avec un gars allumé, Michel Garneau, aujourd'hui. Non, mais jeu de mots. C'est un trop fort, professionnel Oulalie, quand même, hein? trop C'est fort. trop fort. Mais je voulais qu'on parle d'éclairage parce que les gens, des fois, ils achètent une vieille moto, on les voit pas sur la route. C'est tellement important d'être visible. Ça commence par les phares. C'est ça qu'on a pour nous aider. Et on va parler d'éclairage DEL qui est de plus en plus populaire chez les fabricants aussi. Mais c'est facile d'être plus visible avec un changement d'ampoule ou d'aller vers le DEL. Oui, il y a des kits qui se vendent. Il y a, sur ma moto, entre autres, c'est ce que j'ai fait. Oui. J'ai remplacé le globe halogène avec un DEL. Et puis non seulement c'est beaucoup plus visible, mais c'est la qualité de la lumière, en ce sens que la lumière est beaucoup plus blanche. Quand tu regardes, notre œil a évolué au cours de milliers d'années et on voit mieux quand la lumière est le plus proche de la couleur de la lumière du soleil. Si on se souvient bien, les anciens halogènes, c'est souvent une lumière jaune.
Quand on rencontre maintenant des automobiles, on le voit tout de suite quand c'est un DEL parce que la lumière est blanche. Tu peux rouler la nuit, puis c'est sécurisant de le faire. Mais donc, on peut aller chercher du DEL. Il faut donc viser quoi, du 5000 Kelvin? Parce que tu arrives là, même pour s'acheter des ampoules dans les quincailleries aujourd'hui, on perd un peu son latin parce que c'est plus juste une ampoule. Qu'est-ce qui est le mieux pour la moto? 5000 Kelvin, c'est à peu près la couleur de la lumière émise par le soleil à midi en plein jour. C'est optimisé, si on veut, pour nos yeux. OK. Fait que c'est certain que quand tu vas plus vers le 2000, 3000, là, c'est une lumière plus jaune. Quand tu vas au-dessus de 5000 Kelvin, mais là, tu commences à rentrer dans les lumières plus bleues. Mais officiellement, si on se fie vraiment au côté sécuritaire et pratique, c'est vraiment une lumière aux alentours de 5000 Kelvin qu'on veut. Et est-ce qu'on vend ça en Kelvin ou en lumen? Parce que là, il y a des lumens aussi. Ouais. Kelvin, c'est une mesure de la couleur de la lumière. Lumen, c'est la quantité de lumière émise. Les gens ont souvent tendance à penser, bien, c'est un 60 watts ou c'est un 50 watts. Ouais. Ça, c'est une mesure de l'électricité consommée par la lumière. Mais ça ne donne pas d'indice nécessairement sur la luminosité émise par le globe en question. C'est vraiment au niveau des lumens que ça se mesure. Toi, tu recommandes 5000 Kelvin avec du DEL de préférence parce que ça consomme rien. Ça dure éternellement. En plus, une autre façon d'économiser. Puis des lumens en masse. Et ça vaut la peine de changer les clignotants, les feux de position, on peut changer les ampoules là-dedans? C'est moins important, mais c'est certain qu'encore là, si on fait le saut avec du DEL, on est certain qu'ils ne brûleront pas. Il faut faire attention aussi parce qu'on peut en avoir à 50 on peut en avoir à 800 pour à peu près la même affaire sur papier. Qu'est-ce qui peut nous guider dans ce choix-là? Moi, c'est toujours là. C'est qu'on a des ressources incroyables maintenant, l'Internet. Ouais. C'est de s'informer, c'est d'aller voir, là, puis d'acheter autant que possible des articles qui ont été essayés par d'autres et éprouvés. Parce que oui, il y a des gens qui sont prêts à prendre notre argent puis nous vendre des citrons. Non. Oui, je le sais. C'est dur à croire. C'est dur à croire. Je pensais que tout le monde était honnête. Mais c'est ça. Fait que moi, c'est certain que quand j'ai fait mes achats, je me suis guidé sur les commentaires de certaines personnes. Puis quand tu trouves quelques utilisateurs qui sont satisfaits d'un certain produit, mais ça l'enlève beaucoup d'incertitudes. Parfait. Voilà. Si vous avez des questions, écrivez-nous sur notre page Facebook. On va passer ça à notre spécialiste pour avoir des petites réponses. On va vous éclairer. My God, il est trop fort, ce gars. Merci, Michel. Toujours un plaisir de t'avoir à l'émission. C'est tout pour cette semaine au Show de Moto. Je vous rappelle que si vous avez manqué notre émission, elle va être en rediffusion sur RDS et il y a toujours notre canal YouTube pour voir cette émission ou toutes nos autres saisons qui se retrouvent sur le canal YouTube Le Show de Moto. Si vous prenez la route cette semaine, soyez prudents et si vous êtes au rendez-vous la semaine prochaine, vous pourrez voir nos essais de la Harley Lowrider ST. Soyez là.